Je propose que l'on commence. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je vois des personnes, des participants qu'on ne voit pas tout le temps. Donc peut-être est-ce des gens qui sont pas forcément a priori intéressés par la tech, mais davantage par Lillipond. En tout cas, bienvenue à tous. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Jean Abou Samra, qui va nous donner donc un exposé sur Lillipond. Donc, pour situer, Jean est doctorant en informatique à Budapest. C'est quand même notable. C'est un spécialiste de Lillipond, puisqu'il a notamment participé activement à son développement entre 2021 et 2023. Je crois qu'il n'a plus tellement le temps actuellement de s'en occuper. Il a aussi, depuis très longtemps, beaucoup contribué à la liste d'entraide, notamment francophone, peut-être aussi anglophone, je ne vais pas aller voir, la liste francophone dédiée donc à Lillipond, liste à laquelle je suis abonné, donc je vois passer ces messages, qui apportent toujours des réponses pertinentes et savantes. Et il a d'ailleurs, au passage, je le signale, parce que ça nous intéresse, nous, à l'association Gutenberg, il a donc réussi à transformer la liste d'entrée de Lillipond en un forum discours, qui présente quand même certains avantages. Voilà. Et d'ailleurs, il a commencé un peu à nous aider en nous donnant des pistes pour donc faire la transition. Donc on en remercie beaucoup. Et voilà. Alors, bien évidemment, Jean, s'il s'intéresse à Lillipond, est aussi musicien, on s'en doute. Donc, il est pianiste. Voilà. Et puis, il est aussi utilisateur de la tech en tant que doctorant en informatique. Hein, c'est un peu le passage obligé. Et donc, voilà. Donc, il va, je crois, nous parler aussi un petit peu de la possibilité d'insérer des fragments de partitions dans des documents sous la tech. Donc, on n'est pas complètement hors charte. Et ce d'autant moins que, vous allez le constater, la syntaxe Lillipond est très voisine de celle de tech. Voilà, eh bien, écoute, Jean, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Merci pour m'avoir invité aussi. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Comment ça marche ? Donc, comme l'a présenté Denis, je vais essayer de vous parler un peu de Lillipond, qui est un logiciel qui permet d'éditer des partitions de musique. Et sa plus grosse particularité qui le rapproche quand même de tech, c'est que la musique est écrite sous forme de texte brut. Et à ce titre, il est assez unique en son genre parce que parmi les logiciels d'édition de partitions, on a Final, Dorico, comment il s'appelle, Sibelius, qui sont des logiciels commerciaux avec une interface graphique. Il y a MuseScore qui est un logiciel libre, mais aussi avec une interface graphique. Il y a un format assez ancien qui s'appelle ABC, qui est un format texte, mais extrêmement simpliste et limité. Il y a aussi, j'ai déjà oublié son nom, un outil qui permet de convertir directement du music XML, donc un format un peu standardisé, en PDF. Mais le music XML, c'est un format XML, donc extrêmement verbeux, pas du tout fait pour être écrit à la main. Donc Lillipond, c'est vraiment le seul logiciel un peu complet, un peu sophistiqué, où on puisse vraiment écrire de la musique sous forme de texte brut, donc il est assez unique en son genre. Ensuite, une autre raison pour laquelle il a été créé, et un focus important du projet, c'est la qualité typographique du résultat. En particulier, les deux créateurs du projet ont créé leur propre police musicale à leur goût. Ils se sont inspirés de certaines maisons d'édition particulières de l'époque où les partitions se faisaient par une méthode de gravure. Et ensuite, un autre point à noter, c'est qu'il est extrêmement configurable, et je vous donnerai des exemples que j'espère un peu impressionnants par la suite de cette présentation. Donc, il est très configurable, extensible, voire
bidouillable, puisque c'est pas juste de la configuration, c'est carrément aller fouiller dans les entrailles internes. Enfin, tout le code est un peu ouvert. Et un dernier point qui peut être intéressant pour certaines personnes, c'est que il prend en charge certaines notations anciennes, pas toutes bien sûr, parce que il y a énormément de notations anciennes qui sont perdues aujourd'hui, mais il y a par exemple une prise en charge relativement limitée, mais qui fonctionne quand même, de la notation grégorienne. Il y a aussi des notations non occidentales, par exemple arabes, etc. Des altérations microtonales et ce genre de choses. Voilà. Et Frescobaldi, c'est un logiciel qui est indépendant de l'Elipond, mais qui est l'éditeur utilisé par presque tous ceux qui écrivent des partitions avec l'Elipond. Donc c'est un éditeur de texte qui est spécialement dédié à l'Elipond, qui prend en charge aussi quelques autres formats, mais qui n'est pas vraiment fait pour, et qui a un certain nombre de fonctionnalités que vous pouvez attendre des éditeurs LaTeX auxquels vous êtes habitués. Par exemple, l'aller-retour entre le code et le rendu PDF. Donc, si on clique quelque part dans le code, on peut aller à la page du PDF et vice-versa. La coloration syntaxique, l'autocomplétion. Il y a aussi une fonctionnalité très pratique pour écrire de la musique plus vite. C'est qu'on peut l'écrire en MIDI, c'est-à-dire qu'on branche un clavier numérique à Frescobaldi et les deux communiquent en MIDI. Donc, ça permet de saisir la musique directement au clavier. C'est pas parfait, bien sûr. Le rythme peut être imprécis. Ça met pas forcément les silences là où on veut, mais ça permet d'accélérer pas mal le processus d'écriture si on en a l'habitude. Et puis, si vous créez des partitions pour orchestre avec beaucoup d'instruments, beaucoup de réglages, il y a aussi un assistant de création de partitions où vous rentrez, vous sélectionnez par exemple 2 corps, 3 hautbois et je ne sais quoi encore, et ça crée la structure du code. Donc, il y a énormément de fonctionnalités pratiques comme ça. Ça c'est seulement une petite liste. Voilà. Alors, si vous voulez vous mettre à l'Elipond, voilà comment démarrer. Alors, pour l'installer, si vous êtes sous Linux, c'est disponible dans presque toutes les distributions. Sous macOS, c'est aussi disponible dans les gestionnaires de paquets spéciaux pour macOS, donc Homebrew et MacPorts. Il y a aussi des binaires statiques, donc il suffit de les télécharger et ils sont exécutables. Donc ça marche pour Linux, pour macOS et pour Windows. Et la dernière méthode qui est ma préférée, bon, c'est peut-être parce que je l'ai implémentée, mais c'est ma préférée, c'est que si vous avez déjà Frescobaldi, dans les préférences de Frescobaldi, c'est ce que je vais faire dans une minute, vous pouvez installer directement l'Elipond. Et du même coup, dire à Frescobaldi où est-ce qu'il se trouve pour que Frescobaldi puisse l'exécuter. Et pour Frescobaldi, alors pour Linux, il y a un paquet sur Flatpak, donc qui commence à être connu maintenant. C'est un gestionnaire de paquets où on trouve des applications graphiques, mais qui fonctionnent sur toutes les distributions Linux à la fois. On le trouve aussi dans pas mal de distributions. On le trouve dans Homebrew, on le trouve dans MacPorts, et on trouve aussi des installeurs en DMG ou exe ou je ne sais quel format pour macOS et Windows. Le site web, c'est lelipond.org. Le manuel d'initiation, le lien est ici. Bon, pas besoin de le recopier parce que mes transparents sont disponibles quelque part, j'imagine. Le forum francophone, c'est celui que Denis a mentionné dans l'introduction. Et il y a aussi, depuis le mois dernier, un wiki qui a remplacé un petit site web qui s'appelait le LSR, qui datait d'il y a 20 ans au moins, où des utilisateurs déposaient des fragments de code Elipond intéressants, des exemples en fait de code. Donc ce site a fermé parce que son mainteneur n'avait plus le temps de s'en occuper, mais il a été remplacé par un wiki que j'ai le plaisir d'administrer. Voilà. Alors, j'imagine que vous voulez une démonstration, donc je vais consacrer peut-être 10-20 minutes à faire la démo. Ce transparent est juste pour moi, c'est juste pour me rappeler de ce qu'il faut que j'explique. Donc, on va déjà voir comment installer. Donc, juste pour démontrer que Frescobaldi est bien dans Flatpak, j'ai désinstallé Frescobaldi de mon ordinateur pour
le réinstaller en direct. Hop. En espérant que ça... Peut-être en attendant que l'installation se fasse, je vais parler du transparent suivant. Bon, probablement, du fait que tu télécharges en même temps, il y a des petites coupures de son, genre, et d'image aussi d'ailleurs. Peut-être que tu coupais ta Qui est un peu caméra. faiblarde. Écoute, je vais juste exécuter Frescobaldi de mon dépôt de développement, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc Frescobaldi est là, tant pis. Ok, alors je voulais montrer l'installation. Donc l'installation de Frescobaldi, bon tant pis. C'est toujours au moment de la présentation que ça foire, évidemment. L'installation de Lillipond, on va quand même essayer. Donc comme je disais, on peut aller dans les préférences de Frescobaldi, préférences de Lillipond, et là, si je clique juste dans le menu déroulant, hop, je télécharge. Oui, là, il y a des coupures de son, en fait, quand tu télécharges en même temps. C'est bon là? C'est revenu? Oui, ça a l'air d'aller, mais peut-être pourrais-tu couper ta caméra? On va essayer ça. Quelle heure? Ok. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on t'entend. Oui, on t'entend. Mieux? Tu nous entends? Oui. C'est mieux? Ok. Juste une chose, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux le mettre en français, les Lillipond, pour rassurer les. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est parce que c'est ma version de développement. Alors attends, faut que je me rappelle. Sinon, je pense qu'il va dans les préférences, non? On n'est pas censé faire ça, hein, c'est juste parce que c'est le dépôt où je développe Frescobaldi. Comment ça marche déjà? Non, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Faire ça. Hop. Et là, et là, normalement, ça devrait le faire. J'espère, je croise les doigts. Non. Il ne faut pas que tu ailles Bon, peu importe, c'est possible de mettre en français. C'est possible de mettre en français et normalement, il... Ok. Donc, je disais, dans les préférences, on peut installer Lillipond. Quelques démonstrations de syntaxe de base. Alors déjà, cette déclaration, c'est la déclaration de version, on la met dans tous les fichiers. Ça sert à pouvoir ensuite convertir, faire les changements de syntaxe de manière automatique quand la syntaxe change légèrement. Normalement, elle ne change pas trop, mais ça peut quand même arriver. Dans ces cas-là, il y a un script qui est fourni avec Lillipond qui peut s'exécuter depuis ici, dans Frescobaldi, pour mettre à jour la syntaxe. Donc, cette déclaration sert à savoir de quelle version on part. Voilà. Alors, commençons par une note. Donc, j'écris ceci et je tape CTRL-M dans Frescobaldi. Voilà, j'ai un petit log qui est beaucoup moins verbeux que celui de LaTeX. Et j'ai une mini-partition qui apparaît. Ceci est un C pour Do. Évidemment, il y a une clé de sol et un chiffrage à la 4 qui sont insérés automatiquement.
Maintenant, quand on est français, on n'a peut-être pas forcément envie d'écrire les noms de notes en anglais. Alors, on peut peut-être continuer la série quand même. Voilà, donc là j'ai écrit une gamme toute simple. Et les noms de notes sont C, D, E, F, G, A, B, C, comme dans le système anglo-saxon. Pour les altérations, alors là, en fait, c'est pas tout à fait anglo-saxon, c'est en réalité néerlandais, parce que les créateurs de l'élépande étaient néerlandais. Donc c'est pour ça que la syntaxe, c'est IS pour le dièse et ES pour le bémol. Cela dit, quand on est français, on préfère peut-être écrire les noms des notes en français. Et dans ces cas, on met juste une petite instruction pour régler la norme. Et ensuite, ça va devenir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, là j'ai ma gamme en français. Et pour les dièses, c'est D comme en français. Et pour les bémols, c'est B, bien sûr. Voilà. Ensuite, pour l'octave, vous avez remarqué que j'ai mis des apostrophes. Si j'enlève l'apostrophe, ça va aller une octave en dessous. Avec une virgule, encore une octave en dessous. Et on peut aller aussi loin qu'on veut comme ça. Évidemment, c'est pas très pratique d'écrire tout le temps des apostrophes et des virgules en fonction de l'octave à laquelle on est. Pour ça, on a une commande qui va mettre le mode hauteur relative. Et à ce moment-là, je vais juste mettre la bonne hauteur pour la première note. Et ensuite, chaque note est choisie comme étant la plus proche de la précédente, à la hauteur indiquée et à l'octave la plus proche de la précédente. Donc là, par exemple, si je change la première note, toutes les autres notes vont être à l'octave la plus proche. Certaines personnes ont signalé que c'était grâce à l'élépande qu'elles ont enfin retenu qu'est-ce que c'était qu'une carte et qu'est-ce que c'était qu'une quinte, parce qu'une quinte, c'est quand il faut mettre un prime de plus pour l'avoir, et une carte, c'est quand on met rien et c'est l'intervalle qu'on obtient, parce qu'une carte, c'est plus court qu'une carte. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Ensuite, alors j'ai parlé des hauteurs. On va peut-être mettre quelques silences quand même. C'est important en musique, les silences, c'est même le plus important en musique. Voilà, donc c'est avec la note entre guillemets spéciale R. On va mettre un autre silence. On va mettre peut-être aussi un silence multimesure. J'ai le 1 dans une minute. Voilà, si on veut en mettre, disons, 6, il y a une syntaxe très pratique qui consiste à juste multiplier par 6. Ensuite, au niveau des durées, donc jusqu'ici, j'ai écrit juste des noirs. Ce serait quand même un peu ennuyeux si toute la musique était écrite en noir. Donc le noir, c'est la durée par défaut, qui s'écrit aussi 4. Et la durée s'écrit juste après la hauteur de la note. Donc 4, tout simplement parce que quand on écrit les chiffrages de mesure en notation occidentale, 2-4, ça veut dire 2 noirs, et ensuite on a 2-8 qui veut dire 2 croches, 2-16 qui voudrait dire 2 doubles croches, 3-16, 3 doubles croches, et puis le 1 c'est la ronde et le 2 c'est la planche. Donc la syntaxe des durées suit strictement cette convention occidentale des chiffrages de mesure. Donc si on met 2, ça va devenir une blanche, si on met 1, ça va devenir une ronde. Et vous constatez que la durée d'une note est par défaut la durée de la note précédente, donc c'est aussi très pratique pour réduire la quantité de notes à saisir, parce que quand on a extrêmement souvent des longues successions de doubles croches, et on n'écrit pas 16 à chaque fois, parce que la durée est juste prise de la précédente. Donc, faisons une mesure. Écrivons par exemple, vous dirais-je un moment, je sais pas. Pardon, do, sol, sol, la, sol, avec un 2 cette fois-ci. Voilà, et là on a déjà un linéaire. Alors, de quoi est-ce qu'il fallait que je parle? Oui,
Évidemment, on va vouloir changer la clé à un moment donné. Pour ça, on va insérer une commande. Donc, vous avez commencé à remarquer que les commandes s'écrivent avec un anti-stash, comme en LaTeX. Cela dit, la syntaxe générale reste relativement différente, mais il y a effectivement cet élément commun qui existe parce que au tout début de LilyPond, mais vraiment dans la première année peut-être, c'était une extension de LaTeX. Mais c'est très vite devenu indépendant. Donc la clé par défaut, c'est la clé de Sol, treble en anglais. On peut mettre en clé de Fa qui est basse. Je crois que c'est... Ah, pardon. Voilà, il y a toutes sortes d'autres... pardon. Alors voilà, justement, j'ai oublié le nom des autres clés, mais le message d'erreur me le donne. Les messages d'erreur de LilyPond sont assez souvent... Hop là, c'est pas ça que je voulais. Sont assez souvent relativement utiles. Oui, voilà, c'est alto, c'est ça. Voilà. Alors, on va vouloir changer l'armure, évidemment. Pour ça, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que LilyPond est relativement sémantique. Sémantique au sens où on ne va pas indiquer le nombre de bémol ou le nombre de dièse, mais on va indiquer la tonalité. Et dans le fichier d'entrée, il y a une différence entre Do majeur et La mineur, même si techniquement, dans la notation imprimée, on ne voit pas de différence. Ça peut éventuellement être utile si on rajoute d'autres outils par-dessus. Donc l'idée, c'est que le plus possible, on écrit la musique de manière sémantique, telle qu'on la pense et pas telle qu'on la voit. Et ensuite, c'est LilyPond qui est censé se charger de la rendre. Donc, par exemple, mettons la clé en Do dièse mineur. Il y a aussi une commande pour le mode, ou bien en majeur. Alors, un point qui peut parfois être déroutant pour les nouveaux utilisateurs, c'est que même quand je suis dans Do dièse majeur, si j'écris Do, c'est toujours un Do béca. Là aussi, c'est un peu une histoire de sémantique. Un Do, c'est juste un Do. Et ensuite, si on veut un Do dièse, on écrit Do dièse, quelle que soit l'armure. Et après, on peut changer la clé. Et c'est LilyPond qui se charge d'écrire les dièses ou les béca en fonction de l'armure. Mais l'entrée, la saisie est vraiment telle qu'on l'entend et pas telle qu'on la voit. Donc on écrit bien Do dièse, même si on est en clé de Do dièse et que éventuellement entre musiciens on prononcerait ça juste comme Do. Voilà. Pour le chiffrage de mesure, il y a une commande dont la syntaxe est relativement naturelle. C'est time et on écrit avec une fraction comme d'habitude. Le tempo, ça va être tempo, une durée égale un nombre de battements par minute. Là aussi, la syntaxe est assez compréhensible. Il y a quelque chose de très pratique qui s'appelle les contrôles de mesure. Si on met un pipe, ça ne fait rien dans la partition imprimée, mais ça permet juste de vérifier qu'on ne s'est pas planté dans les rythmes. Et vous verrez, une fois que vous écrirez un opéra de 100 pages d'orchestre, que c'est vraiment pratique d'avoir ces contrôles. Alors par exemple, si je mettais le contrôle ici, voilà, j'obtiens un avertissement, donc ça me pointe à l'endroit où j'ai fait mon erreur de rythme, plutôt que de la chercher à travers toute la partition. Et là, il y a une fonctionnalité très pratique de Frescobaldi qui est que si on clique dans le log sur l'endroit de l'erreur, on est transporté dans le code vers l'endroit où on a fait là. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, comme dans tout langage textuel qui se respecte, une syntaxe pour les commentaires. Il y a aussi une syntaxe pour les commentaires multilignes. Voilà. On va peut-être ajouter quelques éléments musicaux plus intéressants, par exemple une liaison. Ça se fait avec une syntaxe très simple qui est toujours postfixe. Donc on a la note, la hauteur de la note, la durée, et puis
tout le reste, donc toutes les articulations, liaisons, nuances, etc. En l'occurrence, j'ai mis une liaison d'articulation. Je pourrais mettre, alors je vais peut-être la mettre là. Je pourrais mettre une liaison de phrasé. Pardon, j'ai appelé ça une liaison d'articulation. Ça, c'est plutôt une liaison de prolongation. Ça, c'est le genre de liaison où on lâche juste pas la note sur un piano. Enfin, ça prolonge juste la durée de la note. Ça, c'est une vraie liaison d'articulation. Donc, c'est le genre de liaison qui soit sert à indiquer la respiration musicale, soit aux instruments à cordes sert à indiquer les coups d'archet. Et si on veut un autre niveau de liaison, plutôt qu'avec des parenthèses, ça se fait avec un anti-slash parenthèse. Donc le anti-slash sert juste à distinguer les liaisons plus grandes des liaisons plus petites. Ça se fait juste sur 2 niveaux. Voilà. Après, un autre élément de syntaxe de base, c'est les ligatures. Donc par défaut, ah oui, je vais enlever le truc là. Je vais enlever tout ça en fait. Par défaut, les ligatures suivent les règles les plus traditionnelles dans la notation occidentale. Cela dit, avec des crochets, on peut les régler à ce qu'on veut. Donc on commence une ligature avec un crochet ouvrant et on la finit avec un crochet fermant. Et là, ça va changer la disposition des ligatures. Il y a une syntaxe aussi relativement simple pour les enuplets, par exemple des triolets. Hop, ça c'est du 3 pour 2. Si je veux en avoir beaucoup, ça peut devenir relativement énervant de mettre tuplet 3 sur 2 à chaque fois. Alors ce qu'on peut faire aussi, pour les grands groupes de enuplets, c'est de mettre la durée totale du enuplet, 4 ici, comme argument optionnel, et ensuite on regroupe tout. Donc on va tout mettre dans la même commande. Hop. Et là j'obtiens le même résultat. Peut-être une anacrouse. Donc les anacrouses, c'est des mesures partielles en début de morceau. Hop, j'obtiens bien une mesure partielle. Voilà, je vais peut-être ajouter quelques paroles, si on voulait une chanson. Donc ça se fait avec une commande qui se place juste après la musique. Et les syllabes sont séparées par des doubles tirets. Et puis, juste pour conclure la mini-introduction, aperçu d'ensemble de la syntaxe, mettons qu'on veuille une partition sur 2 portées. Ça va se faire avec cette commande, new staff, et un autre new staff pour l'autre portée, disons, hop. Et tout ça se met, cette fois-ci, plus dans des accolades, mais dans des doubles chevrons. Alors c'est vrai que je n'ai pas expliqué au départ d'où venaient les accolades. Les accolades veulent juste dire mettre en séquence, donc mettre les notes les unes à la suite des autres, et les doubles chevrons veulent dire mettre en parallèle. Donc en l'occurrence, on met bien 2 portées en parallèle et pas en séquence. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est des doubles chevrons en l'occurrence. Voilà, et si on voulait relier ça par une accolade, comme on fait pour la musique, dans la musique pour piano, il y a aussi une commande pour ça qui se met juste avant les doubles chevrons. Voilà, donc ça c'était mon introduction très brève, hands-on à la syntaxe de LilyPond. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Parce qu'après je vais parler un peu d'autre chose. J'ai manqué ou vous avez pas? J'aurais une question. Oui. Sur votre plan, il y avait mentionné nuance, articulation, doigté texte. Il me semble que je l'ai manqué. Oui. Alors, j'ai juste vu que j'avais plus beaucoup de temps, donc. Mais oui, bien sûr. Alors, par exemple, si on voulait mettre un staccato, ça se fait avec cette commande. Alors, tiret point. Alors, pourquoi point? Parce que staccato.
Pourquoi tiret? Parce que c'est la direction automatique. Donc si par exemple je mettais un ré en dessous, là il serait en dessous. Maintenant, si vous voulez forcer la direction, c'est avec un chapeau pour le mettre au-dessus et avec un underscore pour le mettre en dessous. Donc ça, c'est pour les articulations. Après, si on voulait mettre un doigté, ça se ferait avec un chiffre. Si on voulait mettre une nuance, ça serait avec une commande, par exemple P pour piano. Si je voulais mettre un crescendo, ce serait avec la commande inférieure et soit une autre nuance, soit un anti-slash point d'exclamation pour le terminer. Voilà. Ça répond à la question? Merci. Ok. Et sinon, j'encourage à regarder le manuel d'initiation, si vous voulez en apprendre plus. Là, c'était vraiment juste l'intro hyper rapide survolée. Tu as néanmoins mentionné la sortie MIDI. Ah oui, c'est vrai. Hop. Alors pour ça, on va créer un bloc spécial qui s'appelle Score. Si on en met plusieurs, ça fait plusieurs partitions dans le même document. Et dans ce bloc Score, si on met un bloc Layout, il va sortir du PDF. Si on met un bloc MIDI, il va sortir du MIDI. Donc en l'occurrence, si j'enregistre ça je sais pas, ici, hop. Donc j'ai un PDF qui est produit et j'ai aussi un MIDI qui est produit en même temps. Je ne vais pas jouer le MIDI parce qu'il faut que j'installe un truc en plus pour ça, mais ça peut se faire. Ça peut aussi se faire depuis ce Frescobaldi, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors je vois une question dans le chat. C'est nouveau le français? Le passé, j'utilisais l'italien. Le français, non, je pense que ça date d'il y a au moins 5 ou 10 ans. Mais effectivement, pendant longtemps, la documentation française disait d'utiliser le italien, parce que c'est presque la même chose, c'est juste qu'en français, on peut utiliser à la fois le ré avec accent aigu et sans accent aigu. Et pourtant, je l'avais cherché, je ne l'avais pas trouvé. En tout cas. Ok. Autre question à ce stade? N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, est-ce que ça va marcher? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Alors, donc j'ai fini la petite démonstration. Ah oui, je voulais quand même faire une petite démonstration de l'intégration avec LaTeX. Alors pour ça, je vais mettre en ligne de commande. J'espère que ça n'effraie pas trop de gens, mais bon. Vous pouvez aussi exécuter ces commandes depuis un éditeur LaTeX un peu plus normal. Alors, on va se mettre dans un dossier. Ok, je vais éditer un tout petit fichier tech. Mais je ne vais pas lui donner une extension tech, mais LaTeX. Hop. Et je vais juste mettre la partition la plus simple qui existe. Hop. Donc j'ai ce tout petit fichier qui est écrit dans la syntaxe normale de LaTeX, sauf qu'il y a cet environnement spécial l'Helipond. Et on peut utiliser un petit outil qui est distribué avec l'Helipond, qui s'appelle l'Helipond Book, qui va pré-processer qui va pré-traiter le fichier pour le convertir en un vrai fichier texte. Donc ça va compiler tous les fragments de l'Helipond qu'il y a dedans. Et si je regarde à l'intérieur du fichier texte, bon, c'est pas vraiment fait pour être lu, mais si on regarde quand même, on voit qu'il a remplacé ça par des commandes qui insèrent des images. Et ensuite, on peut compiler ça avec le compilateur tech normal et regarder le résultat. Et on obtient bien ce à quoi on s'attendait.
Il y a aussi une autre option qui consiste à utiliser un paquet qui est externe, qui n'est pas développé avec Lillipond, et qui est spécifique à Loatec, qui s'appelle LiLoatec. L'intérêt de Loatec, c'est que comme il y a Lua dedans, c'est beaucoup plus programmable. Et donc notamment, avec Loatec, c'est possible d'exécuter Lillipond directement à l'intérieur de la compilation LaTeX, plutôt que ce soit un préprocesseur. Donc refaisons la même chose. Donc je vais supprimer tout sauf ce fichier LaTeX. Je vais cette fois-ci le renommer en tech, puisque ça va être un vrai fichier tech. Je vais quand même rajouter dedans le use package qui va bien, évidemment. Voilà. Et la seule chose à noter, c'est que il faut lancer LuaLaTeX avec l'option shell escape, tout simplement parce que LuaLaTeX est obligé de lancer Lillipond, qui est un programme externe, et par défaut, LaTeX ne permet pas ça pour des raisons de sécurité, mais en l'occurrence, il faut l'autoriser. Voilà, donc on va le faire. Et normalement, j'obtiens le même résultat. Voilà, c'est quoi je si vous regardez la documentation soit de Lillipond Book, soit de LiLoatech, il y a beaucoup d'options. Notamment, vous pouvez intégrer de la musique directement, enfin, au milieu d'un paragraphe. Vous pouvez changer toutes sortes de choses. Il y a des options pour insérer automatiquement un template de commande. Il y a pour régler les marges, faire en sorte que ça interagisse bien avec la tech, etc. Des questions sur l'intégration avec la tech? Apparemment pas. Ok. Alors, dans la suite, je vais être un tout petit peu plus technique et parler un peu de développement, communauté, etc. Et aussi d'utilisation un tout petit peu plus avancée. Alors déjà, Lillipond est implémenté en C++ et en Scheme. Et Scheme, c'est le langage de surface, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Lillipond, Scheme est à peu près partout. C'est quasiment une extension de Scheme, en fait. C'est quasiment juste un DSL à l'intérieur de Scheme. Donc Scheme, qu'est-ce que c'est? C'est une version simplifiée de Lisp. Scheme date de 1975 et Lisp est l'un des plus vieux langages de programmation qui existent. Scheme est standardisé, c'est pas un langage avec une seule implémentation, il y en a énormément d'implémentations, plus ou moins complètes évidemment. Il y a plusieurs standards successifs, plus ou moins bien implémentés par les diverses implémentations. Et Lillipond utilise une implémentation qui s'appelle Guile, qui fait partie du projet GNU, de même que Lillipond d'ailleurs. Scheme est un langage au typage dynamique, donc on ne déclare pas le type d'une variable, c'est les valeurs qui ont un type et pas les variables. Et ce qui est plus particulier et assez rare dans les langages de programmation modernes, c'est que le typage est aussi latent, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de prendre une valeur et de demander quel est son type. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre une valeur et demander est-elle de type entier, bien est-elle de type booléen, est-elle de type ceci, cela. Et voilà, sur le transparent, j'ai écrit la manière qui est probablement pas très surprenante d'écrire les littéraux en scheme, pas très surprenante, sauf peut-être pour les booléens quand même. Ça se fait avec cette syntaxe un peu particulière qui est croisillon F et croisillon T pour faux et vrai. Ça, c'est les entiers, de positif, négatif. Les nombres flottants avec un point comme en notation anglo-saxonne, ça c'est presque universel dans les langages de programmation. Les chaînes de caractères avec double guillemets, là non plus rien de très surprenant. Ce qui est aussi un peu particulier à Scheme, c'est qu'on a des symboles qui sont un peu comme des chaînes de caractères, mais différents, qui s'écrivent avec une apostrophe au début, et ça se finit à l'espace ou à la parenthèse suivante. Et les symboles, alors j'en dirai un tout petit peu plus tard, mais notamment leur particularité par rapport aux chaînes de caractères, c'est qu'ils sont uniques. Donc quand on a deux chaînes de caractères
Éventuellement, elles peuvent être égales, mais si on les crée à des endroits différents, elles ont des allocations mémoire, elles sont allouées dans des endroits différents en mémoire, tandis que les symboles sont internés. Donc, quand on crée deux fois des symboles avec la même valeur, en fait, ils sont alloués au même endroit en mémoire. Donc, ça veut dire que comparer des symboles, c'est très efficace. Voilà, j'ai donné quelques éléments de syntaxe scheme. Alors, la syntaxe scheme est très déroutante pour les nouveaux venus. En tout cas, si on la compare au langage de programmation un peu plus récent. Les fonctions s'appellent avec une syntaxe préfixe. Donc, on écrit des parenthèses, une paire de parenthèses, et le premier élément à l'intérieur, c'est le nom de la fonction. Et les autres éléments sont les arguments de la fonction. Pour définir des variables, c'est une syntaxe un peu similaire, sauf qu'au lieu d'utiliser une fonction, on va utiliser ce define, qui est en fait pas une fonction, mais qui est une macro plutôt, ou une syntaxe primitive. Donc la syntaxe de base, c'est vraiment une paire de parenthèses, quelque chose, et ce quelque chose est soit un symbole qui dénote une macro ou une syntaxe primitive, et à ce moment-là, c'est une interprétation spéciale, soit une valeur qui s'évalue en une fonction, et dans ce cas, on évalue juste la fonction sur les arguments. Donc ça, c'est define, c'est la syntaxe pour les variables globales, et let, c'est la syntaxe pour les variables locales. La définition des fonctions, c'est comme avec define, sauf qu'on met des arguments dedans. Et comme Scheme est un langage plus ou moins fonctionnel, je dis plus ou moins parce qu'il y a quand même de la mutabilité dedans, c'est un peu comme OCaml en fait, mais Scheme c'est un langage plus ou moins fonctionnel malgré tout, donc notamment on a des listes qui sont des listes récursives, donc avec la tête et la queue qui est une autre liste, ou bien la liste vide, mais pas des vecteurs, c'est pas des tableaux, c'est vraiment des listes. Et comme d'habitude, pour travailler sur des listes de ce genre, on utilise la récursion, et le langage garantit que la récursion terminale est optimisée, si vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Comment est-ce qu'on écrit une liste? Alors là aussi, le langage est très particulier. Ça s'écrit avec la même syntaxe, avec une apostrophe, que celle que j'ai présentée pour les symboles. Parce que ce qui est intéressant avec Scheme, ce qui est un concept un peu inhabituel par rapport à d'autres langages, c'est que le code est écrit sous forme d'une structure de données. Donc, il n'y a pas vraiment, enfin, la différence entre les données et le code est un peu abolie. Donc, en particulier, quand on met une apostrophe sur un symbole, ben, ça le retourne sous forme de symbole. Quand on met une apostrophe sur une expression parenthésée, ben, ça la renvoie, mais juste sous forme de liste. Il y a aussi cette syntaxe avec une backquote au lieu d'une apostrophe pour des listes, mais où tout n'est pas évalué sous forme de données, mais on peut mettre des virgules à l'intérieur pour évaluer quand même des sous-expressions. Voilà, il y a des fonctions anonymes qui s'écrivent avec lambda, un peu comme dans beaucoup de langages fonctionnels. Une notation avec if, et là aussi, il n'y a rien d'extrêmement étonnant. Pour intégrer du scheme dans l'IDPoint, j'ai dit que c'était omniprésent. Dès qu'on met un croisillon, enfin un dièse si vous voulez, ça introduit une expression scheme, une et une seule, et le code scheme se finit à l'endroit où se finit dès qu'une expression scheme complète est lue. Donc par exemple, il n'y a pas de syntaxe dans l'IDPoint pour les booléens, il n'y a pas de syntaxe propre à l'IDPoint, mais tout ce qu'on fait, c'est qu'on met croisillon F, donc il y a bien deux croisillons. Le premier, c'est pour passer en scheme, et le deuxième, c'est parce que croisillon F, c'est la syntaxe scheme pour les booléens. Je mets en garde contre une erreur fréquente. Si vous écrivez juste croisillon F, alors là, vous n'obtiendrez pas le booléen faux, vous obtiendrez la fonction qui est la même que la commande pour obtenir un forté, la nuance forté. Donc ne faites pas ça parce que les résultats peuvent être assez inattendus. Cela dit, normalement, si tout se passe bien, vous aurez une erreur à peu près compréhensible. Voilà, et donc là j'ai illustré que ça ne s'utilise pas juste pour mettre des littéraux. Vous pouvez définir une variable à une valeur scheme et ensuite mettre du code. Donc par exemple, vous pouvez écrire des variables qui sont une configuration de la partition, et ensuite vous changez juste la configuration, et puis vous avez des conditions au milieu du code
qui vont changer la partition en fonction de la configuration. Donc éventuellement, par exemple, disons que vous avez une version orchestre et une version partie séparée, ça sert à ce genre de choses. Et dans l'autre sens, à l'intérieur de Scheme, LilyPond implémente une extension de Guile qui permet de mélanger Scheme et LilyPond dans les deux côtés, dans les deux sens. Donc si vous écrivez croisillon accolade ouvrante, ça introduit un bout de code LilyPond et ça se ferme avec croisillon accolade fermante. Donc par exemple là j'ai une liste de mesures, mesures qui sont juste des fragments de musique qui sont écrites en syntaxe LilyPond. Et je pourrais aussi les écrire en syntaxe Scheme, mais ce serait extrêmement lourd pour le coup. Voilà. Alors ensuite, comment fonctionne LilyPond? À très gros traits, tout commence par des expressions musicales qui sont une représentation interne de la musique sous forme d'arbres, donc c'est des expressions imbriquées. Ces expressions, on peut les manipuler en Scheme un peu comme on veut pour construire des partitions. Par exemple, récemment, j'ai implémenté pour le wiki LilyPond le jeu musical de Mozart qui consiste en une valse qui est un peu comme les jeux de Raymond Queneau, je sais plus comment ça s'appelle, mais une valse variadique où chaque mesure est choisie au hasard parmi une sélection de 11 mesures différentes possibles. Donc vous pouvez très bien construire une partition en Scheme comme ça. Tiens, on va même aller sur la page de... Sur la page tu parlais des 1000 milliards de poèmes. Pardon ? Je crois que tu parlais des 1000 mal, milliards de poèmes. Je crois que tu parlais des 1000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai ça, c'est toutes les mesures possibles écrites par Mozart. Il y en a pas mal. Et ça, c'est la table des possibilités aussi écrites par Mozart. Et là, il y a un tout petit peu de code pour implémenter la génération aléatoire. Et à chaque fois que vous compilez ce truc, ça vous donne une valse aléatoire différente comme ça. Voilà. Ensuite, ces expressions musicales sont traduites en des objets graphiques. Un objet graphique, ça va être une tête de note, une portée, une clé, une armure, etc. Et toute cette étape de traduction passe par des objets qui s'appellent les graveurs. Et les graveurs sont très modulaires. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une portée et lui enlever le graveur de clé. Et tout d'un coup, vous vous retrouverez avec une portée sans clé. Mais malgré ça, tout restera à peu près normal. Donc c'est vraiment très, très modulaire. Et ces objets graphiques sont aussi très configurables. Ils ont des propriétés, par exemple la taille, la couleur, le glyphe de note. Donc par exemple, si on a une note, soit ça va être une tête de note pleine, soit elle va être creuse si c'est une blanche, ou bien si c'est une ronde, etc., etc. Et toutes ces propriétés sont réglables. Et elles sont même réglables à des fonctions qui les calculent dynamiquement en Scheme. Donc ça, c'est aussi très puissant. Voilà, donc pour donner un tout petit aperçu des possibilités d'extension avec les fonctions, avec les expressions musicales. Donc au tout début, un peu comme j'ai fait avec le jeu de Mozart, j'ai écrit une fonction musicale très simple. Donc ça s'écrit plutôt qu'avec define, avec define music function. Et la seule différence entre define music function et define, c'est que avec define music function, on précise aussi les types des arguments, parce que ça, c'est nécessaire pour l'analyseur syntaxique de LilyPond. Ça permet aussi de donner des meilleurs messages d'erreur quand l'utilisateur se plante. Donc là, j'ai écrit une fonction musicale qui prend un bout de musique et qui renvoie à une expression. Donc j'ai utilisé cette fameuse syntaxe croisillon accolade pour intégrer le code LilyPond au milieu du code Scheme. Et cette expression, c'est juste la musique d'un côté et en parallèle, la même musique, mais écrite pas sous forme de note, tête de note, mais sous forme de nom de note. Donc il y a une commande pour ça. Et la fonction fait juste les deux pour la même musique. Et ensuite, je peux l'appeler avec la même syntaxe, avec un anti-slash, que toutes les fonctions normales, donc relative, etc. Et ce qui est assez
mind-blowing, je ne retrouve plus le terme en français, ce qui est assez époustouflant ou surprenant, parfois traître aussi, il faut l'avouer, c'est que quand on appelle une fonction musicale sur un argument, l'interprétation de l'argument dépend des types qui sont écrits dans la déclaration de la fonction. En particulier, si vous appelez la fonction sur quelque chose qui est littéralement -2, ben, si la fonction attend un nombre, alors ça va être interprété comme le nombre -2. Si la fonction attend de la musique, alors ça va être interprété comme l'articulation, qui est un doigté du second doigt, donc de l'index, avec le tiret pour la direction neutre. Pas forcé en haut ni forcé en bas, comme j'ai montré tout à l'heure, mais direction choisie en fonction de la hauteur. Donc il y a une interprétation des arguments qui dépend du contexte, et ce système est assez sophistiqué. Voilà, et le deuxième exemple d'extension en scheme que je voulais montrer, c'est ces fameuses fonctions qui calculent des propriétés dynamiquement. Donc j'ai donné un exemple extrêmement simple. J'ai juste changé la propriété couleur des têtes de notes en une fonction qui la calcule à partir du GROB, qui est l'objet graphique, Graphical Object. Et ce que fait ma fonction, c'est qu'elle lit la position de la note sur la portée et elle choisit la couleur en fonction. Donc ça donne juste une couleur différente à chaque hauteur de note sur la portée. Voilà, mais il y a évidemment beaucoup de choses plus sophistiquées, beaucoup de choses plus sophistiquées et plus intéressantes qu'on peut faire avec ça. Et donc pour donner des exemples... Jean, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Ce que tu viens de montrer, là, les notes colorées, les têtes de notes colorées, j'imagine qu'on y a accès, enfin, je sais qu'on y a accès dans LilyPond sans avoir besoin de plonger dans la syntaxe scheme. Alors, les notes colorées, oui, bien sûr. Les notes colorées en fonction de la hauteur, non, là, il faut du scheme. Ah, d'accord, ok. Parce que c'est bon, c'est quand même pas très court, mais c'était juste un exemple. D'accord. C'est juste un exemple d'extension que j'ai pris parce que c'était le plus simple qui me venait à l'esprit. Voilà. Pour donner des exemples un peu plus réalistes d'extension, il y a un projet plus trop maintenu aujourd'hui, mais qui a quand même donné des choses intéressantes, qui s'appelle OpenLilyLib, qui était une sorte de regroupement d'extensions de LilyPond. Donc il y en a qui sont plus maintenus, mais il y en a qui continuent d'être maintenus. Il y a notamment le Edition Engraver de Jan-Peter Voigt, qui permet de prendre des modifications et de les écrire pas au milieu de la partition, mais dans un fichier séparé, et de dire j'injecte telle modification à la mesure 50 au temps 3/4. Donc c'est assez pratique pour séparer le fond de la forme. Il y a une extension qui s'appelle Analysis par Klaus Bloom à des fins pédagogiques, donc pour encadrer et surligner des groupes de notes. Et aussi un aspect assez intéressant, c'est que ça facilite le développement de nouvelles fonctionnalités, le fait qu'on puisse écrire pratiquement tout sous forme d'extension, parce que ça permet d'écrire une mini-extension, de la poster sur une mailing list ou sur un forum, de voir si les gens aiment bien ça, de demander aux spécialistes de l'instrument pour lequel on écrit si c'est bien comme ça qu'il faut faire, ou bien de demander leur avis aux gens, et puis une fois que c'est à peu près, on la soumet comme contribution. Donc, par exemple, ça a été fait pour les bands de guitare par Thomas Morley. Ça a été fait par moi-même pour les grilles harmoniques de jazz. Et ça a été fait à plein de moments par plein de personnes différentes dans l'histoire de LilyPond. Ça, c'est juste 2 exemples. Et pour donner des exemples un peu plus impressionnants, peut-être, alors ceci, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais en prépa et que j'avais certainement beaucoup trop de temps, comme ont tous les étudiants en prépa, évidemment. Donc plus sérieusement, c'était pendant le confinement et c'était une période un peu dure, donc j'avais besoin de me changer les idées probablement, même si c'était probablement pas une bonne idée d'y passer autant de temps, mais peu importe. Donc ceci est une extension LilyPond de 5000 lignes de code à peu près, que j'ai créé pour un étudiant en thèse de musicologie qui avait créé son propre système de notation
pour analyser la phonétique du rap. Alors bon, j'étais jeune et impressionnable, peut-être qu'aujourd'hui je mettrais en doute l'utilité musicologique d'un tel système, mais n'empêche que c'était très fun. C'est quand même 5000 lignes de code, donc c'est pas rien. Et tous ces trucs sont générés à partir d'une représentation phonétique. Donc c'est pas écrit manuellement que ça doit être des ronds ou des triangles avec du rouge ou du jaune ou du bleu. Tout est phonétique. Enfin, c'est une représentation phonétique qui est convertie en ce truc avec aussi les couleurs des rectangles. Voilà, donc ça montre quand même des possibilités d'extension assez avancées. Et un autre exemple que j'avais, c'est ceci. Alors très honnêtement, l'histoire de ce fragment de code, qui pour le coup fait seulement 100 lignes, donc vous voyez que c'est pas grand-chose finalement, c'est que quelqu'un qui était passé de Lillipond à un autre logiciel qui s'appelle Dorico a dit que sur le forum Dorico, quelqu'un avait écrit que c'était possible avec aucun logiciel de faire des partitions circulaires. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que pour obtenir quelque chose du développeur d'un logiciel, le meilleur moyen, c'est de le provoquer en lui disant que son logiciel n'est pas capable de le faire, parce que c'est vraiment la bonne manière de le motiver à le faire. Donc ça m'a beaucoup motivé à le faire, et donc j'ai écrit cette partition circulaire. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc il y a quelques exemples historiques de ça au Moyen-Âge, ou à la Renaissance, je ne sais plus. Alors bon, évidemment, c'est pas complet, notamment si vous mettiez une ligature là-dedans, vous vous rendrez compte que ça marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de ligature dans l'exemple. Mais n'empêche que voilà, je continue de trouver ça assez impressionnant. Même moi qui ai développé Lillipond pendant des années, je continue de trouver ça assez impressionnant qu'on puisse faire ça juste en 100 lignes de code. Voilà. Alors pour parler un peu d'aspects plus techniques du développement, donc là je m'adresse un tout petit peu plus aux informaticiens dans la salle. Lillipond, c'est un gros mélange de C++, de Scheme et de Lillipond. Il y a pas mal de scripts auxiliaires qui sont écrits en Python, par exemple Lillipond Book. Ça a été créé par les développeurs principaux que voici et dont je ne sais honnêtement pas prononcer les noms en néerlandais. Ça a été développé par des dizaines de contributeurs par la suite sur 25 ans, je crois, maintenant, au moins. Il y a aussi dans le code non seulement tous ces langages de programmation, mais des polices musicales spécifiques à Lillipond qui sont écrites en Metafont, qui est le langage pour créer des glyphes qui a été créé en même temps que Tech par Don Knuth. Donc c'est un peu la petite sœur de Tech, et c'est avec Metafont que Knuth a écrit sa fameuse police New Computer Model. Pardon, Computer Model. Voilà, c'est quand même une bonne bête, donc ça fait 150 000 lignes de code, et je crois que j'ai pas compté le Metafont là-dedans. Il y a un manuel de notation de 900 pages, si vous voulez tout savoir sur... Évidemment, c'est pas destiné à être lu en entier, hein, mais si vous voulez savoir comment écrire du grégorien, vous allez à la bonne page du manuel de notation, comment écrire du piano, de la guitare, etc., etc. Ce manuel est intégralement traduit en français, et en tout cas pour moi, c'était extrêmement utile, et je trouve ça vraiment très appréciable. Et c'est possible grâce au travail absolument titanesque d'un monsieur qui s'appelle Jean-Charles Malayode. Il y a la bagatelle de 2000 tests de régression. Le développement se passe sur GitLab. Ça a été très longtemps sur un système un peu hybride qui emmerdait tout le monde et qui était un peu archaïque, mais aujourd'hui c'est passé à quelque chose d'un peu plus moderne. Depuis quelques années déjà. Les discussions sur le développement continuent de se faire sur une mailing list, par contre. Et il y a un processus de développement qui est extrêmement particulier, que je n'ai rencontré absolument pas nulle part ailleurs. C'est qu'il y a une personne, depuis au moins une dizaine d'années, qui a changé une fois dans cette dizaine d'années, qui n'a aucune compétence technique, qui est juste un utilisateur de base qui s'est porté volontaire.
qui régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, fait le tour des patchs, des modifications proposées au code qui sont en cours de discussion, et qui met à jour le statut de la contribution. Donc soit c'est au statut review, soit c'est au statut countdown. Et le countdown, c'est la période de 3 jours où il faut commenter si on veut commenter avant que ce soit fusionné. Et au bout du countdown, la personne fusionne, que ce soit qu'il y ait eu des commentaires ou pas. Et donc ça permet d'éviter la situation très fréquente où les mainteneurs n'ont jamais le temps pour rien, et surtout les mainteneurs ont plus de motivation pour développer leur propre contribution que pour relire les contributions des contributeurs les plus novices. Donc c'est vraiment un système très intéressant, je trouve, pour motiver les développeurs avancés à relire les contributions des développeurs débutants avant qu'elles passent le countdown. Alors cela dit, évidemment, si un développeur avancé dit ouh là là, ça m'a pas l'air très bien, mais j'ai pas vraiment le temps d'y jeter vraiment un œil, bien sûr qu'on va pas fusionner non plus, mais n'empêche que ça met un peu un rythme au développement. Et donc bien sûr, c'est pas un système qui pourrait fonctionner pour tous les logiciels. C'est un système qui, notamment, a fonctionné relativement bien parce que Lillipond est un logiciel avec beaucoup de parties assez indépendantes et où sinon, si on faisait pas ça, il y aurait un gros problème de trouver une personne avec l'expertise pour relire une contribution, parce que souvent, pour relire une contribution, non seulement il faut être expert de la partie du code qui est concernée, mais il faut aussi, par exemple, comprendre l'instrument. Si tout le monde, quand on n'est pas guitariste, moi je suis pas guitariste, je suis pas au fait de toutes les subtilités de la notation pour guitare, par exemple. Donc voilà, dans Lillipond, il y a beaucoup de parties qui sont relativement indépendantes, et le fait que ce soit un logiciel plus vaste que profond, si je puis dire, ça fait que ce système marche relativement bien, alors que ça marcherait sans doute pas pour d'autres projets. Et évidemment, c'est pas non plus un projet à la popularité immense, donc c'est pas le projet où quelqu'un va avoir l'idée spontanément d'écrire une contribution malveillante pour introduire des vulnérabilités. Donc voilà. Ensuite, alors je vais montrer des possibilités d'extension qui sont peut-être assez impressionnantes. Donc, pour être honnête, je vais quand même parler de limitations de ce logiciel, ou de choses que je ferais différemment si c'était à refaire aujourd'hui. Mais évidemment, quand on parle d'un logiciel qui a 25 ans, on ne peut pas refaire le monde du jour au lendemain. Alors notamment, le problème le plus récurrent peut-être, c'est l'interopérabilité avec les autres logiciels de notation musicale. Il y a un format standard pour ça qui s'appelle le Music XML. L'import est possible avec un outil qui est développé avec Lillipond en Python, qui s'appelle Music XML2Lie. Il y a aussi un autre outil externe qu'il faut installer séparément, mais qui est un peu plus complet, développé en C++ pour le coup par Jacques Menu. Et par contre, le gros point noir, c'est que malheureusement, l'export est toujours pas possible à l'heure actuelle. Enfin, il y a eu quelques outils qui fonctionnaient, qui marchotaient très vaguement, mais il y a vraiment rien de complet à l'heure actuelle. Donc malheureusement, voilà. Pour l'instant, on ne peut pas proposer ça. Il y a aussi, c'est moins grave, mais c'est quand même dommage, pas de compatibilité avec le format qui est devenu standard pour les polices musicales. C'est un format relativement récent, mais il n'empêche que presque tous les autres logiciels se sont mis à être compatibles avec ça, y compris MuseScore, et on peut trouver pas mal de polices musicales sous ce format. Cela dit, c'est quand même possible d'utiliser Lillipond avec d'autres polices, parce que quelqu'un, un jour, s'est amusé à convertir pas mal de polices dans ce format SMUFL au format interne de Lillipond, mais c'est pas mis à jour depuis assez longtemps, donc ce serait quand même bien qu'on puisse être compatible avec ça. Il y a eu un projet Google Summer of Code là-dessus il y a quelques temps, mais c'est pas terminé, donc j'espère que dans pas trop longtemps, quelqu'un reprendra
ce projet pour le mener à bout. Voilà. Je dois aussi dire que il y a pas mal de parties de la syntaxe que je comprends parce que j'ai développé Lillipond, donc j'ai vu le code de l'analyseur syntaxique dans toute sa gloire, mais que je peux pas franchement expliquer de manière très simple à un débutant. Par exemple, il y a des cas où on peut juste mettre une commande devant une expression musicale. Il y a des cas où il faut mettre une paire d'accolades supplémentaires. Dans le cas de score, c'est parce que score, c'est un mot-clé primitif et pas une fonction musicale, mais voilà, c'est pas forcément intuitif pour un débutant. Il n'y a pas vraiment de raison à ça autre que c'est juste implémenté comme ça. L'analyseur syntaxique est très, très, très complexe. J'ai jamais vu un autre projet avec un analyseur syntaxique aussi complexe que ça. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il n'est pas du tout indépendant. Donc là, on ne peut pas juste prendre un fichier et l'analyser syntaxiquement et ensuite le convertir en autre chose, parce que l'analyse syntaxique est imbriquée avec l'évaluation du code scheme. Donc on peut exécuter du code scheme qui change la manière dont l'analyse syntaxique va se produire. Donc ça empêche aussi d'écrire des outils externes de coloration syntaxique, par exemple. Donc la coloration syntaxique dans Frescobaldi, elle fonctionne quand même assez bien, mais elle a quand même des limitations, et ça c'est parce que la syntaxe est très dynamique. Donc le dynamique, ça a ses avantages, mais ça a aussi l'inconvénient d'être pas interopérable. Et un autre inconvénient de ça, c'est que les messages d'erreur sur la syntaxe sont pas forcément évidents à comprendre. Et malheureusement, c'est difficile d'améliorer ça, parce que quand vous voyez un -2, enfin un -2, comment est-ce que vous savez si c'était un entier négatif ou si c'était un doigté? Enfin, comme la syntaxe est extrêmement condensée, il y a aussi beaucoup de possibilités différentes pour chaque construction, et donc ensuite quand on se retrouve avec une construction qui marche pas tout à fait, ben, on ne sait pas exactement laquelle des possibilités voulait l'utilisateur. Voilà. Il y a aussi beaucoup de modes syntaxiques différents, ce qui est normal parce que pour les paroles, par exemple, on a envie de pouvoir mettre de la ponctuation et qu'elles ne soient pas interprétées avec la syntaxe normale. Mais c'est peut-être un peu dommage que toutes les règles soient légèrement différentes entre ces modes. Et par exemple, un exemple qui me chagrine un peu, c'est que les fonctions musicales qui prennent un argument entier peuvent s'écrire soit avec l'argument en syntaxe scheme, soit sans. On peut aussi juste le mettre comme entier littéral. Mais avec les fonctions pour markup, c'est le système de texte enrichi, annoté, où on change la police, ce genre de choses, où on met de l'espace. Enfin, c'est un peu LaTeX à l'intérieur de Lillipond, si vous voulez. Pour les fonctions markup, là par contre, il faut la syntaxe scheme. Donc voilà, il y a des subtilités syntaxiques comme ça qui sont un peu dommages, je trouve. L'interface reste relativement complexe, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de manières différentes de faire des réglages. Elles ont du sens au niveau de l'implémentation, mais elles ne sont pas forcément très uniformes. La manière d'écrire une partition d'orchestre est relativement lourde et pas très standardisée. Enfin, il y a plusieurs manières d'organiser son code, et on n'a jamais vraiment réussi à uniformiser tout ça. Donc il y a plusieurs manières de faire, et c'est un peu confusant pour les débutants. Voilà. Quand on cherche à écrire du code scheme d'extension, il n'y a pas vraiment une API bien définie, c'est plutôt que la moitié des choses sont implémentées en scheme, et du coup on peut changer la moitié des choses juste parce que c'est un peu comme si on était à l'intérieur des fichiers du cœur de Lillipond, quoi. Donc l'API est extrêmement vaste, il y a peut-être un millier de fonctions, mais ça ressemble aussi un peu à de la chirurgie à cœur ouvert. Alors j'ai quand même écrit un guide d'extension il y a quelques années, mais c'est pas du tout complet. Et pour la plupart pour beaucoup d'extensions possibles, la manière de trouver comment faire l'extension, c'est quand même d'aller regarder dans le code source. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage pour les gens qui sont pas forcément programmeurs,
qui sont souvent juste musiciens et pas programmeurs, qu'il faille aller regarder dans le code source pour voir comment sont faites les choses. Voilà. Et évidemment, Scheme, c'est pas non plus le langage favori des débutants, parce qu'en général, cette syntaxe avec beaucoup de parenthèses partout, où on ferme très souvent 5 parenthèses à la fois. Voilà, c'est quelque chose qui, moi, me dérange absolument pas, qui dérange pas trop les esprits un peu matheux, mais qui quand même dérange pas mal les esprits moins matheux et plus du côté musicien des choses. Donc ça c'est vrai que c'est un inconvénient. Voilà, et j'ai un dernier transparent avant de conclure. C'est quand même un logiciel avec une très longue histoire. Et bien sûr, quand on a autant d'histoires, on ne peut pas changer tout ce qu'on veut du jour au lendemain, sous peine de casser la compatibilité et de s'aliéner les utilisateurs existants, et puis tout simplement de casser la moitié des tests, etc. Donc, par exemple, la syntaxe pour changer la police, la taille de police, marche pas extrêmement bien, mais j'ai jamais réussi à changer ça parce que ça cassait la compatibilité. Il y a des extensions des changements, enfin des améliorations de la syntaxe que j'ai souvent voulu implémenter et qui sont juste pas possibles à faire. Par exemple, la syntaxe pour les silences multimesures, c'est R, la durée d'une mesure fois le nombre de mesures. Et comme la durée d'une mesure est déjà réglée par le chiffrage de mesure, j'aimerais qu'il n'y ait pas besoin de réécrire la durée d'une mesure à chaque fois. Mais pour des raisons purement techniques, c'est pas possible à implémenter du tout. Donc c'est vrai que ce serait quand même moins verbeux, mais malheureusement on ne peut pas. La performance est relativement décente, mais c'est pas optimal non plus. Donc ça prend peut-être de l'ordre de quelques secondes pour quelques dizaines de pages, disons. Et il y a quelques années, pour donner un exemple précis, j'ai voulu changer un algorithme qui est quelque part dans le noyau, enfin dans le plus profond du noyau C++ de Lillipond, qui est l'algorithme qui prend un objet graphique et qui va le dupliquer sur toutes les portées où il y en a besoin. Par exemple, si on commence un crescendo, il peut s'étendre éventuellement sur 4 portées. Et en fait, cet algorithme est très naïf parce que il va itérer sur toutes les portées et regarder si l'objet doit y être présent. Donc, par exemple, si j'ai un crescendo de la portée 5 à la portée 10, ça va regarder de la portée 1 à la portée 100 pour voir si le crescendo y est. Donc, c'est assez stupide. Évidemment, ça serait beaucoup plus malin de regarder juste de la portée 5 à la portée 10 ce qu'il faut faire et de le faire. Donc ça semble être une optimisation complètement évidente et ça donne un algorithme qui est linéaire au lieu d'être quadratique. Donc en tant que chercheur en informatique, je trouve ça quand même mieux. Enfin, ça me fait un peu du mal quand même de voir un algorithme quadratique qui pourrait être linéaire au milieu d'un logiciel que je développe. Mais j'ai essayé longuement de changer ça. Et le problème, c'est que ça changeait aussi l'ordre dans lequel toutes ces opérations étaient faites. Et donc, il y avait des pointeurs nuls des pointeurs non nuls qui devenaient nuls. Et c'était pas très clair de savoir si c'était attendu ou pas. Enfin, il y a des choses qui marchent un peu, mais les gens, on a un peu oublié comment ça marche. Enfin, on a un peu oublié pourquoi ça marche, ou bien si telle fonction doit vraiment retourner un pointeur non nul, ou si c'est acceptable qu'elle retourne un pointeur nul. Et puis, du coup, on change et on se rend compte que le test de la fonctionnalité la plus obscure qui est même pas documenté dans la musique grégorienne, mais il y a quand même un test pour ça, est cassé, donc on se demande ce qui se passe, etc. Donc, j'ai jamais réussi à changer ça. Voilà. La compilation de Lillipond lui-même est relativement longue et elle est assez difficile à faire. Surtout, la documentation prend aux dernières nouvelles au moins 1 heure si on n'utilise pas le parallélisme. Si on utilise une machine à Waker, ça peut peut-être descendre à 10 minutes, mais pas moins. Et pendant une très longue période, on n'a pas eu d'installeur pour Windows du tout, parce que personne n'arrivait à compiler Lillipond sous Windows. Alors, il faut savoir que l'un des co-créateurs du projet avait décidé de créer aussi un grand projet unifié pour compiler du code C et C++ pour Windows. Donc une sorte de gestionnaire de paquets pour Windows. Bon, c'était vraiment trop ambitieux par rapport à la taille de Lillipond. Donc il y a quelqu'un qui a fini par réécrire toute la chaîne de compilation avec un projet spécifique à Lillipond, mais ça prend quand même quelques centaines
lignes de code Python juste pour la compilation. Et puis pour les informaticiens, je mentionne aussi que Scheme est un langage avec un garbage collector, un glaneur de cellules, donc avec gestion automatique de mémoire, donc la mémoire est désallouée dès qu'elle n'est plus utilisée. Et l'interaction entre ça et le modèle de mémoire de C++ est très compliquée. C'est une longue histoire, assez difficile. Par exemple, juste pour donner un exemple qui devrait faire frémir d'horreur n'importe quel programmeur, si vous farfouillez dans le code source de LilyPond, vous pouvez trouver à certains endroits l'utilisation d'une fonction qui s'appelle SCM Remember Up to Here 1. Et cette fonction, elle est définie par Guile, et elle est littéralement définie comme la fonction qui ne fait rien. C'est juste void SCM Remember Up to Here 1, 2, un argument, accolade ouvrante, accolade fermante. Cette fonction ne fait rien, et pourtant elle est absolument nécessaire, parce que le garbage collector de Guile est conservatif, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il s'exécute, à chaque fois qu'il essaye de regarder quelle est la mémoire à désallouer, il va regarder sur toute la pile et dans tous les registres tout ce qui existe, que ce soit des pointeurs, des entiers, n'importe quoi. C'est juste, il regarde juste ce qu'il y a littéralement sur la pile mémoire. Il va juste lire toute la pile. Il va interpréter tout comme un pointeur possible. Donc ça veut dire que les pointeurs doivent être sur la pile au moment où ils sont utilisés, sinon la mémoire va être désallouée. Et il y a des optimisations du compilateur C ou C++ qui, dans certains cas, lui permettent d'enlever des objets de la pile juste comme optimisation. Et ça fait que si le garbage collector s'exécute à ce moment-là précis, eh bien, il faut qu'on s'assure que l'objet reste sur la pile, et c'est pour ça qu'on utilise cette fonction qui ne fait rien. Elle ne fait rien, mais le compilateur ne voit pas à travers, et donc il est obligé de garder l'objet sur la pile. Voilà, donc ça c'est source quand même de complexité assez effrayante, et je ne souhaite à personne de débugger la compilation de la documentation qui échoue une fois sur 10 avec une segfault quelque part, enfin un endroit qui change à chaque fois, et où on s'arrache les cheveux pour savoir si c'est parce que le GC est passé à tel endroit alors qu'il n'aurait pas dû, ou parce que le GC a créé un nouveau thread, un nouveau fil d'exécution qui s'est exécuté en parallèle de telle étape, etc. Voilà, ça c'est vraiment un enfer absolu, avec des bugs non déterministes des fois qui se produisent que sous Windows alors que vous n'avez pas Windows. Enfin voilà, ça c'est vraiment le plus gros point noir. Donc si je pouvais chuchoter un message à l'oreille des créateurs de LilyPond, ce serait que utiliser Guile et C++ à la fois, c'est peut-être pas la meilleure idée. L'un des deux, c'est bien, les deux à la fois, c'est pas génial. Voilà, et la dernière chose qui me chagrine un peu, c'est que il y a une petite révolution dans le monde de l'informatique récemment, et je suis sûr que vous vous attendez à m'entendre parler d'intelligence artificielle, mais c'est pas d'intelligence artificielle que je veux parler, c'est de WebAssembly qui permet de compiler des programmes et de les exécuter dans les navigateurs de manière beaucoup plus efficace que JavaScript. Et voilà, c'est juste impossible de compiler LilyPond dans WASM. Donc si c'était à refaire aujourd'hui, j'essaierais de choisir un langage dans lequel c'est possible. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas refaire le monde. Cela étant dit, ça reste un logiciel qui fonctionne bien, qui a été utilisé pour créer des projets d'envergure. Il y a notamment, il y a quelques années, il y a un opéra entier qui a été écrit avec LilyPond. Il y a des livrets de messe de plusieurs centaines de pages écrits avec LilyPond, etc., etc. Donc c'est un logiciel qui fait le job. C'est un logiciel qui est extrêmement complet. C'est un logiciel avec une communauté qui continue d'être active. Donc, à essayer, si vous voulez, peut-être. Voilà, et je vous remercie. Et je vous demande si vous avez des questions.